Ça recorde? Ah, c'est bon? Ouais. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission Roue Libre, l'émission vélo de la First Team qui en ce moment est évidemment en mode Tour de France. Pas de live aujourd'hui, mais on vous le promet, dès demain on sera de retour à 11h sur le stream.fr. L'équipe ne change pas, elle est au complète aujourd'hui avec à ma gauche Paul Harrer. Comment ça va mon Ça va Polo? très bien, je suis très en forme aujourd'hui, il y a moyen que je raconte beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises. Non, de belles bonnes infos, beaucoup de blagues et beaucoup de sourires surtout. Ah, c'est ce qu'on vient chercher. Parce que chez Roue Libre, avant tout, c'est l'humain. L'humain, l'autre humain de ce plateau, c'est Robin. Est-ce que tu es assez humain pour toi? Ouais, je pense que ça ira. Et ça fait 2 jours qu'il nous vend l'émission, mais comme il faut. Au début, les gens vont partir très très vite. Ouais, on voit des pics d'audience d'ailleurs. dès Sur les que 20 Polo premières prend la secondes. parole. Les gars, le programme du jour aujourd'hui. Belle chemise, hein, Robin. Et D'ailleurs, le on a suivant, pas oui, oui. très, très belle chemise. J'attendais pas pétante. autant de chambrage, mais bon, on la reverra plus jamais, c'est sûr. C'est un trope. Non, mais moi, je l'aime beaucoup. Ouais. Tu te fais chambrer, mais on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. Ça me fait Le plaisir. programme du jour est le suivant. Récap sur la victoire d'Elia Viviani hier. Preview de la 5e étape de ce Que mercredi. vous êtes sûrement en train de regarder d'ailleurs. Voilà, exactement. Rétro chronique du vélo, ce sera aujourd'hui sur Copy Bartali, c'est ça? C'est ça, les deux à la fois, un peu leur rivalité. Voilà, il y a énormément de choses à dire. Ça fait partie des grandes rivalités et des grands moments mythiques du vélo. Et on terminera bien évidemment cette émission par un quiz. Je crois que c'est Robin qui mène 2-1. Bien c'est sûr. ça Ouais. Robin Mende. Robin mène 2-1. Donc voilà, donc c'est parti les gars et les rouleurs pour le début de l'émission avec le récap et la victoire d'Elia Viviani. C'est parti. Ouais, on s'y attendait un petit peu, mais voilà, ça a eu lieu. Surtout toi. Un petit peu même, beaucoup. Oui, Plus surtout que moi, d'autres, c'est vrai. Je suis assez fier d'avoir pronostiqué Elia Viviani. Voilà, le prono du cœur, comme quoi ça marche des fois. Il a gagné devant Alexander Christophe, Caleb Ewan, Peter Sagan a fini 4e, Dylan Groenewegen a fini 5e. Et voilà, et Mac Tennyson, qui a porté le maillot jaune, par exemple, a terminé 6e. On va tout de suite regarder d'ailleurs le classement du maillot jaune aussi pour montrer, pour ceux qui n'ont pas suivi forcément ce début de Tour de France, que Julien Alaphilippe porte le Tour de France et qu'il l'a conservé une 2e journée déjà Porte le Tour pour de France. commencer. Porte le maillot jaune du Tour Il de est France. balèze, hein. Porte le maillot jaune du Tour de France devant Wout van Aert. On commence l'émission en parlant de ce sprint d'Elia Viviani. Polo, ça y est, Elia Viviani a remporté sa première étape du Tour de France, enfin. Ouais, il est rentré dans ce cercle assez fermé, mine de rien, dans l'histoire de ces coureurs qui ont remporté une étape et sur le Giro, et sur la Vuelta, et sur le Tour de France. C'est le 96e coureur de l'histoire. Donc, Il n'est pas tout seul quand même. Hein, Il n'est pas tout pas seul. tout quand seul, même. mais c'est quand même quand on voit le 96 quand même. 96e coureur de Je l'histoire. pensais pas qu'il y en avait Et il me autant. semble que c'est le J'avoue. 17e en activité. Ça, je suis moins sûr. Oui, ça doit Ouais. être dans ces eaux-là. Et en tout cas, sprint magnifique et surtout grand chapeau à la Deceuninck Quick-Step et à ce fabuleux train emmené par Julien Alaphilippe à la Flamme Rouge. Après, on a vu Morkov. Après, on a vu Richiese qui le dépose à 200 mètres, même un peu moins de la ligne. C'était vraiment du tout cuit pour un Viviani qui, pour une fois, a bien su garder les roues. S'il n'aurait pas gagné, ça aurait vraiment fait tâche parce que Ouais, parce que le train, c'est vrai, de la le train Deceuninck a était été assez vraiment, le train impressionnant, était Robin. parfait, quoi. Oui, on le connaît, le train de la Deceuninck Quick-Step, c'est pas une surprise, mais enfin Elia Viviani concrétise parce que ça fait un moment malgré tout qu'on nous parle d'Elia Viviani depuis 2 ans, je dirais, comme d'un cadre du sprint, un potentiel numéro 1 du sprint mondial, sauf qu'on peut pas prétendre être numéro 1 du sprint mondial quand on n'a pas gagné sur le Tour de France. Les autres, ceux qui sont dans cette liste de candidats aussi, les Groenewegen, les Gaviria, les Kittel jusqu'à il y a 1 an et demi, ils ont gagné et pas qu'une fois sur le Tour de France. Donc voilà, c'était nécessaire qu'Elia Viviani, pour son statut, gagne sur le Tour. Jusqu'à maintenant, il n'y était pas pour grand-chose parce que ça faisait 5 ans qu'il n'était pas venu. C'était son deuxième Tour de voilà, France et il était deuxième. coéquipier de Sagan à Cannondale pour la première fois et ça remonte Mais- à 2014. Mais il fallait qu'il gagne sur ce Tour de France, surtout après son Giro raté, qui termine avec aucune victoire, seulement une disqualification dans la valise pour repartir. Victoire morale, on va dire. Oui, sur le papier, il n'y a pas de victoire et Oui, ça oui, pèse oui, quand même. oui. Et je pense qu'au moment où Patrick Lefebvre doit décider est-ce qu'on garde ou non Elia Viviani, le fait que s'il se rate sur le Giro et qu'il se rate aussi sur le Tour de France, je pense qu'il n'y a plus de questions qui se posent. Alors on parle beaucoup de Viviani chez Cofidis, d'après l'équipe ce serait même bouclé. Je ne sais pas si ça va remettre quelque chose en question cette victoire. Est-ce que Patrick Lefebvre va En tout cas, c'est un véritable message envoyé quand même. 2e étape, voilà, il
il se remet d'aplomb et il Bah, gagne. il a pris un coup au moral sur la première à Bruxelles, hein, parce qu'il se rate bien dans son sprint, il fait 9e. Et il avait dit quand quelqu'un nous bat, il faut savoir le féliciter. Bah, il y avait du monde à féliciter à Bruxelles, hein. Et en plus, le fait vert derrière, lui, il a aucune pitié. Il dit bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il a juste perdu les roues, c'est tout. Ouais. Il a rien. Il a Mais pas le eu- sprint il a pas eu de problème. lui convenait quand même moins que le sprint d'hier. Sprint d'hier où il bat quand même, mine de rien, à la loyale, tous les meilleurs sprinteurs du peloton. Il faut Donc, pas oublier de dire quand même, Polo, et je voulais en parler avant ce Tour de France, et on n'a pas trop abordé les sprinteurs, qu'il Il n'y a en manque pas un quelques-uns. plateau non plus fantastique, quoi. On a Dylan Groenewegen, là-dessus on est d'accord. Et après, c'est Peter Sagan qui arrive en 3e, si on doit citer le. Bah, les sprinteurs ont Ok. été clairement sacrifiés pour ce Tour de France. Je pense à des manque Ackermann, Gaviria, par voilà. exemple. Il manque aussi des- Gaviria, on a Gaviria aussi. Kittel Bon, lui, qui était c'est un grand forfait. acteur des dernières années, Ouais, mais qui tu n'est vois, plus là. Gaviria ne fait pas la saison qu'il fait, notamment l'année dernière. Ackermann, je pense qu'Ackermann aurait pu être le meilleur sprinter, je pense, quand on voit la forme qu'il avait, notamment sur le Giro, aurait pu vraiment cartonner. Mais après, ouais, le Gaviria Démarre malgré aurait été tout, au même niveau, si même si je le trouve quand même Voilà. moins en forme que les meilleurs sprinters du Tour de France. Kittel, c'est Kittel, quoi. Hein. Je Mais pense si qu'à tu mon compares- avis, si tu ses compares au belles plateau heures de sont sprinter terminées. d'il y a 2-3 ans, c'est quand même pas la Ah même oui, affaire. mais il y a moins d'homogénéité. À chaque fois, je me trompe. Ouais, et puis- D'hétérogénéité ou d'homogénéité, je sais jamais. Il y a moins de noms en tout cas. Il y a moins de noms, voilà, il y a moins de gros noms. C'est un peu plus homogène, mais il y a moins de gros leaders. Voilà. Voilà. Même Matthews, on a une niveau d'il y a décla- quelques années. Oui, c'est vrai, Matthews aussi. D'ailleurs, je pense que sur une année comme ça, Sisbol aurait été mieux pour Matthews, mais on a vu que Sisbol lui avait emmené le sprint, à réfléchir aussi du côté de la Semway. On a une déclaration d'Elia Viviani à l'arrivée, voilà, qui dit je n'y crois pas, c'était le grand objectif de l'année. La victoire de Julien m'a débloqué. Michael Morkov et Maximiliano Riqueze sont vraiment géniaux. Maintenant, j'ai une victoire dans les 3 grands tours. Cela signifie beaucoup pour moi et pas que pour lui. Ça signifie énormément dans un palmarès, tout simplement. On dit un mot de Christophe Laporte qui a terminé 10e de ce sprint. Il dit j'étais bien dans la route Viviani avec Sagan aux 400 mètres, puis après j'ai déraillé. C'est vraiment dommage. C'est vrai qu'on le voyait, on voyait sa tête au fond comme ça et on l'a vu regarder. On le voyait bien et on le voyait en tout C'était cas ça. très bien placé. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire face au ténor du sprint, je ne sais pas, mais peut-être accrocher un beau top 5 et je pense que c'est ce que doit viser Christophe Laporte au vu de sa saison et de sa forme sur ce Tour de France. Accrocher un top 5 pour Christophe Laporte, pour moi c'est une belle performance. C'est possible. Sagan lui a un peu piqué la place, hein, dans la route Viviani. Ça frottait, il y avait la place pour un. Et Mais entre s'il Laporte et s'il Sagan, prend la route Sagan, il peut faire un bon sprint aussi. C'est C'est dommage le fait qu'il ait déraillé, mais c'est encourageant, je trouve, quand même, de le voir déjà à la lutte, bien placé dans les roues et à 2 doigts de faire une belle perf parce que finalement il fait une 10e place. C'est pas si mal pour un mec qui a déraillé. Il y en a un autre qui n'a pas le Tour de France, le début de Tour de France espéré, c'est Dylan Groenewegen qui a dit clairement, après avoir terminé 5e de ce sprint-là, qui n'est pas du tout un objectif pour lui, qui veut absolument gagner. Je ne suis pas à 100%. Je pense que si j'étais en forme ce mardi, j'aurais pu gagner. Pour l'instant, ce n'est pas le début de Tour de France espéré, mais les hommes ont confiance en moi pour revenir au top. C'est vrai que clairement, Il était il très mal placé. n'est pas à 100% là, Robin. je Dylan. pense que ouais, sa chute a dû jouer même un peu mentalement malgré tout. C'était la première étape. où On le rappelle, il a sprint. chuté sur la première étape pour ceux Voilà. qui n'ont pas vu. Donc c'était la première fois depuis cette chute qu'il revenait dans un sprint. Il y a malgré tout, je pense, un petit peu d'appréhension, même si un sprinter est un casse-cou, même si lui il est encore jeune. Voilà, je pense qu'il y a un petit truc qui fait qu'il y a un moment ou deux où il aurait fallu passer à un endroit où il a peut-être pas osé, et c'est peut-être ce qui fait qu'il est mal placé aux 300 mètres. Il est vraiment loin, il lance d'un peu trop loin. Et voilà, c'est exactement un peu, enfin c'est exactement peut-être pas, mais ça ressemble à Viviani à Bruxelles qui est mal placé, qui prend mal les roues, qui lance son sprint de loin et je peux rien faire comme ça. On va terminer ce petit débrief avec un récap sur le classement du maillot vert parce que ça a pas mal bougé avec cette victoire d'Elia Viviani. Il remonte tout simplement à la 2e place, Elia Viviani, à 20 points de Peter Sagan. Michael Matthews qui est à 75 points. Voilà, Elia Viviani se replace un peu, Polo, quand même. Ouais, il se replace. Et de toute façon, quand tu gagnes des victoires, une victoire c'est 50 points. Tu fais évidemment à chaque fois un gros bond dans ce classement. Après, Peter Sagan, vraiment en très bon épicier, gère son Tour de France à la perfection. Il va encore chercher une 4e place. Il va chercher Les toujours sprints intermédiaires. pour les sprints intermédiaires. 2e, ça lui suffit, par exemple. Il n'a pas forcément besoin de Mais terminer même, premier. oui, mais même un top 5 sur des sprints massifs, ça lui suffira, puisque lui, il ira chercher des gros points dans des sprints, notamment intermédiaires, où les Elia Et Viviani, même des sprints notamment, d'étape, hein, ils mettront pas les pieds. Quoi. Il y a Brioude, il y a Saint-Etienne. Clairement, Brioude et Saint-Etienne, il va marquer les plus autres, de points que voilà. les Viviani. Même aujourd'hui, on ne sait jamais, il peut marquer des points. Alors
alors que c'est sûr, les autres n'en marqueront pas. Donc, Ouais, c'est Sur- la sur cote concurrent, qui prennent l'étape, qui prennent l'échappée Voilà. aujourd'hui, elle est importante. le seul concurrent qui pourrait avoir là-dedans, finalement, c'est Michael Matthews, Je pense s'il était aussi. au top. Et d'ailleurs, c'est le seul qui, l'année où Sagan était exclu du tour, c'est Michael Matthews qui récupère le maillot vert. Mais il faudra un Matthews en très grande forme et je suis pas sûr qu'on l'ait. Donc voilà, pour ce débrief, on va passer à la preview parce que voilà, c'est terminé pour les sprinters. Maintenant, place aux baroudeurs, à ceux qui aiment partir tout seuls comme des fous dans le vent. C'est parti. Vous allez découvrir le profil de cette 5e étape, 175 km entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar. On va passer dans les Vosges, on va partir des Vosges, on va passer dans le Bas-Rhin, on va passer dans le Haut-Rhin. Polo, là, pour les baroudeurs, c'est une étape intéressante, franchement. Ouais, ça sent quand même la grosse échappée, ça sent la grosse échappée qui va au bout, et ça peut sentir le bon coup pour les baroudeurs qui visent aussi peut-être le maillot à poids, parce qu'il y a quand même quelques points à prendre, notamment Ah, sur c'est pas grand-chose. Hein. ces côtes de deuxième catégorie. Ouais, mais ça peut mettre dans le ton, ça peut Ouais, mettre dans le il y a- ton, il y a- notamment il y a par rapport à 25, il y a demain. 25 points à Ouais, prendre. tu ouais, vois, mais après, Warren- par exemple, un Tim Wellens qui a le maillot à poids, lui, on l'a vu terminer très très loin hier sur l'étape et il a perdu plusieurs minutes. Bah, peut-être aussi pour viser typiquement ce genre d'étape. Il va la viser, et je pense qu'un Warren Barguil, il l'a déjà annoncé, s'il y a de la bagarre, il voudrait être devant. Si Barguil se retrouve avec le maillot à poids ce soir, ce ne serait pas non plus étonnant. Évidemment que par rapport notamment, ne serait-ce qu'à l'étape de la Porsche des Belles-Filles, le nombre de points n'est pas important, mais ça peut être dans le coin Dans un coin coin, de leur tête. dans un coin de leur tête exactement. Et surtout, l'aspect principal de cette étape, c'est que l'échappée, pour moi, a énormément de chances d'aller au bout. Donc à mon avis, les baroudeurs vont se battre pour essayer d'être dans le bon coup aujourd'hui. Romain. Bah, il faudrait une échappée, je suis d'accord avec Polo, l'échappée a des chances, mais il faudrait une échappée avec des hommes qui sont loin en général. Parce que Julien Alaphilippe voudra garder son maillot jaune. Donc s'il y a un mec un peu trop bien placé qui essaie de se glisser dans l'échappée, pour moi ça ne pourra pas aller au bout. Les Quick-Step, les Deceuninck Quick-Step vont faire le travail. Et après, bah, on ne sait jamais. Hein, il y a quand même deux côtes dans le final qui sont... La première, la côte des 3 épis est quand même assez raide, 6,7% pendant 5 km, c'est pas rien non plus. Et ça peut sortir aussi à ce moment-là. Si l'échappée n'a plus qu'une petite minute ou 1 minute 30 d'avance à cet endroit-là, s'il y a 2-3 mecs costauds qui sortent, avec la fraîcheur, contrairement à des mecs qui auront fait 150 bornes devant, ça peut se regrouper, ça peut faire un final d'étape un peu décousu. Donc même Julien Alaphilippe aujourd'hui peut espérer quelque chose. On sait qu'il avait coché cette étape au départ du tour. Le fait qu'il ait pris le maillot, ça change peut-être certains trucs, mais il reste un candidat à une victoire d'étape. Donc certaines équipes vont peut-être malgré tout avoir intérêt à ce que ça arrive au sprint. Je pense au Deceuninck Quick-Step, je pense au Bora si Sagan réussit à passer. Toutes les équipes qui ont un bon puncher finalement. Les CCC aussi peut-être pour Greg Van Avermaet. Donc il peut y avoir malgré tout des équipes intéressées pour faire la poursuite. Matthews peut passer aussi. Il peut y avoir une espèce de gros groupe à l'arrivée, de gros groupe avec un sprint pas massif, puisque les sprinters ont été évidemment éliminés. Il peut y avoir un gros groupe de costauds. Et là, oui, je suis assez d'accord avec Robin. Un Sagan, un Matthews ou un Alaphilippe aura peut-être une chance au sprint. Mais j'imagine vraiment, je pense, une arrivée pour baroudeur avec une échappée qui va au bout. Bon, on a choisi chacun de nous trois un baroudeur. Voilà, on ne connaît pas les pronos des uns et des Ouais. autres, donc on va les découvrir avec donc Polo. Tu as choisi Schachmann, moi j'ai choisi De Gent et tu as choisi Demarquis qui, on le rappelle, tu le vois comme maillot à poids. ouais. C'est Ah, ça. voilà, maillot à poids, il va prendre l'échappée aujourd'hui, il va chercher ses points. Oui, Comment mais tu peux pas défendre ça? Non, je le vois pas sortir Ah ouais. pour prendre ses Oui, points oui. aujourd'hui. En fait, je pense que je suis pas sûr que Demarquis vise déjà dans sa tête le maillot à poids, mais je pense à sa place. Je me dis, il va prendre une ou deux échappées, il va récolter des points et il va se dire, tiens, c'est pas bête le maillot à poids. Donc voilà, et hier j'ai pronostiqué Viviani et donc ça fait que j'ai un point comme Robin qui avait trouvé Julien Alaphilippe. Bon, on lui avait laissé Julien Alaphilippe. Clairement, on lui avait Voilà. tous laissé parce qu'on voulait tous le mettre. Ça, c'est votre problème. Mais alors, on a Non, des mais à preuves- partir de maintenant, on est d'accord on a qu'on des- met notre prono officiel et si on a tous le même, tant pis. Oui, voilà, Voilà. oui, ouais, on est d'accord. Mais moi, j'ai des preuves écrites, comme quoi j'avais dit si Romain Moi, j'ai prend à lâché la... Groenewegen hier. Bon, ça a servi à rien. Je te l'ai laissé aussi. Mais moi, C'est vrai. Lars Schachmann, qu'on a vu en forme à Épernay, il avait tenté dans un Ouais, petit c'est vrai. groupe, notamment avec Landa, de suivre Alaphilippe. C'est typiquement un profil qui lui convient très bien. On l'a vu gagner une étape comme ça, je crois, autour de Catalogne, un peu dans la même physionomie. Je sens bien Schachmann. On a Cet après-midi. une photo du dernier vainqueur à Colmar.
Alors, Oh, c'est Polo du coup qui a mis la photo. Ouais, j'aime la photo. C'est qui c'est? Tu sais qui c'est? Ah, pas sûr. C'est Bah, on va peut-être mettre la Jalabert. photo, tu Ah vas non, peut-être ouais. le reconnaître. Je pensais Jalabert en 2001, mais là c'est Heinrich Hössler. Ah, Heinrich Hössler, bravo. Félicitations Robin, Sous la pluie. Ça fait 1-0 pour le quiz déjà. Non, bah non, mais- moi aussi, j'avais la réponse, c'est pour ça que j'ai mis la Non, mais photo. oui, je rigole. Heinrich Schwarzer, ouais, avec les, Je pensais à Jalabert, mais qui a gagné, mais en fait il y en a eu entre-temps. en baroudeur sous la pluie, en larmes au passage de l'arrivée. C'était un beau moment de vélo, c'est pour ça que j'ai envie de la mettre. À l'époque où il était allemand. Ouais. Et ensuite il a changé pour la nationalité australienne. Ah d'accord, ok, je ne savais pas que c'était pendant sa carrière professionnelle. Si, pendant il a Toujours fait, la il a fait petite les info. championnats nationaux pour l'Allemagne avant de devenir ensuite champion d'Australie. D'accord. Donc voilà, bah, des histoires, tu sais quoi, tu vas encore nous en raconter parce C'est qu'on vrai va Quelle belle passer transition. à la rétro chronique du vélo. Après avoir parlé de Roger Valkoviak, d'Eddy Merckx, de Lance Armstrong, Ah. on va parler Et allez les de voir ces Gino séquences rétro Bartali. parce que c'est vraiment un plaisir pour nous de la raconter et les retours sont cool. Donc vraiment, si vous voulez apprendre des petits trucs, allez les voir. Mais on les remettra pendant l'intersaison sur la chaîne YouTube notamment. Donc voilà, donc après avoir parlé de ces trois hommes-là, on va parler de Gino Bartali et de Fausto Coppi. On passe à la rétro chronique du vélo. C'est parti. On va parler du coup de ces deux hommes-là. Alors ce n'est pas un problème si vous ne les connaissez pas forcément. Voilà, vous n'êtes pas forcément un féru d'histoire de vélo, mais on va vous les présenter. Le meilleur moyen de présenter ces deux monstres mythiques historiques du vélo, c'est de regarder tout simplement une partie de leur palmarès, parce que voilà, mettre tout leur palmarès, ça ne tient pas sur un seul tableau. On commence avec Fausto Coppi, 2 Tours de France sur lesquels il a gagné 9 étapes. Il a gagné 1, 2, 3, 4, 5 Giro, 22 étapes. Il est champion du monde 1953, plusieurs San Remo, 3 exactement, Paris-Roubaix 1950, et il y a d'autres lignes, d'autres classiques qu'on n'a pas pu mettre, tout en rappelant que voilà, ces coureurs-là ont aussi été beaucoup arrêtés à cause de la guerre. Ouais, notamment. faut Donc, se voilà. copier un petit peu moins, mais Gino Bartali a eu ses plus belles années sûrement pendant la guerre, donc qu'il n'a pas pu. Fausto Coppi exploiter arrivait fort, hein. Même son Ouais. année 1940 commençait à être assez impressionnant. Oui, mais c'est pire bah, pour Bartali, quoi. Je pense que même pour Bartali, Bartali, on voit. la d'ailleurs. guerre est. Oui. On voit Pas d'ailleurs, non, pardon, Polo, on voit d'ailleurs dans Oui. son palmarès qu'il a gagné en 38, il a gagné en 48. Ouais, c'est le C'est seul. le c'est le plus seul. gros gap entre 2 victoires. C'est le seul, voilà, plus 12 étapes, 3 Giro, 17 étapes, 4 fois champion d'Italie, 4 fois Milan-San Remo, 3 fois Tour de Lombardie, des palmarès monstrueux. Voilà, il y a des histoires incroyables à raconter sur eux. Déjà, Robin, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi avoir choisi ces deux hommes-là aujourd'hui? Parce que sur le tour, donc aujourd'hui on l'a dit, l'étape part de Colmar et sur le tour 49, le chrono de la veille de l'arrivée partait de Colmar, un chrono remporté par Fausto Coppi, un chrono de 137 km. 137 km. Et c'est le point final de la victoire de Fausto Coppi sur ce tour 49. Voilà, c'est le premier tour de Fausto Coppi, c'est sa première victoire dans le Tour de France. Mais déjà, il y a une énorme rivalité avec Gino Bartali qui date d'avant ça. Les deux ont du mal à s'entendre depuis un moment sur le Tour d'Italie 1940. Fausto Ouais, parce que Coppi- là, en fait, on peut revenir déjà un peu plus tôt pour c'est remettre ça, en contexte. exactement. C'est Parce pour ça que je parlais de les, 1940. voilà, les deux. Hein. Non, mais oui, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de 1940, c'est que sans voler, sans marcher sur les plates-bandes de Robin, tu sens déjà que Fausto Coppi ne veut rien lâcher à Bartali, déjà très jeune, quoi. Donc là, dans quel état d'esprit ils arrivent les deux sur le tour et les Très- années d'avant? Très très tendu. Avant le Tour de France 1949, Fausto Coppi demande à ce que Gino Bartali ne soit pas dans la sélection italienne. Donc il met une pression monstre sur le sélectionneur qui est Alfredo Binda, donc multiple vainqueur du Giro dans les années 20-30, qui est le sélectionneur et qui lui veut essayer de réunir ces deux champions. Il y a une réunion qui est faite près de Gênes à quelques semaines avant le Tour où un accord, une sorte de pacte est scellé entre les deux, où il est dit qu'aucun ne se tirera dans les pattes et où les droits de chacun, de Coppi et de Bartali, sont définis. Parce que les deux, ça fait très longtemps qu'ils courent l'un contre l'autre. Et dès le Tour d'Italie 1940, Fausto Coppi devait aller aider Gino Bartali pour gagner le Giro. Il était dans son Finalement, équipe. Exactement. Gino Bartali l'avait recruté pour En tant qu'il l'aide. que coéquipier. Il l'a recruté lui-même. Voilà. Ouais. Et D'accord. finalement, les rôles s'inversent dans la course et Fausto Coppi gagne ce Tour d'Italie. Donc la rivalité démarre là. Et sur ce Tour 49, Gino Bartali est le tenant du titre. Il a gagné en 48, donc il a un statut à défendre. Mais Fausto Coppi, lui, il compte aussi gagner. Donc on a forcément deux hommes qui ne peuvent pas s'entendre au départ de ce Tour de France. Moi, ça me fait quand même
beaucoup pensé à certaines situations encore aujourd'hui chez Ineos, notamment où tu as un Geraint Thomas qui a gagné. C'est pire, Froome. c'est pire. Et là, en fait, on a l'impression que c'est incroyable de nos jours, mais en fait, avant, c'était encore pire. Bien sûr, et le début de tour, alors ensuite, pour Fausto Coppi, il est vraiment pas facile et ça démarre même très mal pour lui. Il a un problème mécanique, une crevaison sur une étape. Il doit attendre 6 minutes pour que la voiture d'Alfredo Binda arrive, le dépanne, lui permette de changer de vélo. Lui, dans sa tête, le pacte, il n'a pas été respecté à partir de ce moment-là. On lui a mis des bâtons dans les roues, on a privilégié Bartali. Et quand Alfredo Binda arrive à son niveau, il dit n'insistez plus, moi j'arrête le Tour de France. Laissez-moi tranquille, je rentre à la maison. Finalement, son sélectionneur le convainc de continuer. Et Coppi, il continue, mais Bougon, il est énervé, il en veut à tout le monde. Il en veut aussi à ses adversaires, où il dit ils sont toujours disposés à me laisser le travail quand personne ne veut mener, mais prêts à me sauter dessus quand je bouge. Ça commence à bien faire. Ouais, c'était une sacrée personnalité, il fallait pas le faire chier. Et que quand il a dit ça s'arrête, ça devait être quand même difficile de le convaincre pour qu'il reparte Polo. Mais Gino Bartali va un peu l'aider, notamment dans cette étape de San Malo où il a 2 doigts de lâcher prise. Et puis surtout, à l'image de tous ces grands champions, 2 jours plus tard, sur le chrono, il remporte ce chronomètre et il se replace au classement général. Et après, de toute façon, Robin va le raconter, mais il n'a pas douté très longtemps sur ce tour 1949, puisque 2 jours plus tard, cette mésaventure, leur voilà dans la course avec le chrono. Et on sait qu'en chrono, il était bien supérieur à Bartali. Et pour le coup, on le verra plus tard dans sa carrière. Là, c'est vraiment là qu'il faisait des énormes différences. C'est là que se situe en fait tout l'intérêt de ce Tour 49, c'est qu'il y a une première partie où Fausto Coppi est complètement largué. Il n'a plus envie, mais alors qu'est-ce qui va lui donner envie de repartir et comment surtout, à la fin, il va gagner ce Tour de France? Qu'est-ce qu'il va lui donner exactement? Je ne sais pas. Il y a sûrement une part d'orgueil là-dedans où il se dit non, je ne peux pas partir comme ça. Mais malgré tout, à une semaine de Paris, il reste seulement les Alpes à passer et Fausto Coppi n'est pas bien placé au général. Le leader de la course, c'est Fiorenzo Mani, donc un Italien encore. Il a énormément de minutes de retard en plus. Voilà, mais Bartali aussi est très loin. Coppi et Bartali sont 9 et 10e. Donc il y a un gros écart à rattraper et c'est le début là, des grandes manœuvres. Et Coppi, malgré ça, malgré tout ce retard à rattraper, continue de la jouer fair play. Il dit à son sélectionneur Alfredo Binda, je ne tenterai rien sans votre permission, je ne nuirai pas à Bartali. Entre Cannes et Briançon, on a donc la première étape vraiment coriace des Alpes, 275 km, avec le col d'Alos, le col de Vars et le col d'Izoard. Rendez-vous compte le programme. Et les deux partent devant en échappée. Donc Coppi, il faut savoir, c'était le maître des échappées, l'homme qui ne s'est jamais fait reprendre entre 46 et 53. À chaque fois qu'il partait en échappée, il n'était jamais repris. C'est le père de Thomas de Rent. Ouais, l'arrière-grand-père. L'arrière-grand-père. Et donc ce jour-là, à Briançon, Gino Bartali s'impose, Fausto Coppi fait 2e. C'est le jour de l'anniversaire de Gino Bartali qui lui dit, et il me semble qu'on a la citation, il lui dit j'ai 35 ans aujourd'hui, tu n'en as que 30, tu es le plus fort, demain tu gagneras le Tour. Et en fait, voilà, Gino Bartali comprend que cette étape-là, il vient de la remporter, mais que ce Tour de France-là, malheureusement, ce ne sera pas pour lui. Le lendemain, ça se confirme. Bartali et Coppi remettent ça, ils repartent en échappée devant tous les deux encore, et Bartali crève. 2 étapes de suite, ils partent étapes en de échappée comme ça. Exactement. Il y a encore plus de 200-250 km au programme, encore une fois. Bartali crève et Alfredo Binda dit à Fausto Coppi, c'est bon, tu n'as pas besoin de l'attendre, tu peux y aller. Donc Coppi se fait un plaisir, il part seul, il gagne à Aoste avec 5 minutes d'avance sur Bartali. Donc Bartali sauve un peu les meubles, mais Ferdy Kubler, qui sera vainqueur du Tour en 50, et René Vietto, qui était un candidat quelques années plus tôt, qui perd le Tour en 47 face à Jean Robic, ils perdent 47 minutes dans cette étape. 47 minutes. Donc Fausto Coppi prend le maillot jaune, il ne le lâchera plus. 3 jours plus tard, veille de l'arrivée, on revient à ce chrono dont je vous parlais tout à l'heure, entre Colmar et Nancy, 137 km, extrêmement long bien sûr. Coppi met la touche finale de sa victoire. Là encore, c'est un carnage, 7 minutes d'avance sur Bartali, 13 sur Robic, et il devient le premier coureur à faire le doublé Giro Tour de France, parce qu'il avait gagné le Giro quelques mois plus tôt. Ça va, Paul, tu commençais à dire que voilà, ils étaient les plus forts, qu'ils mettaient des tôles à tout le monde, ils mettaient même des coureurs hors délai, ces mecs-là. Ouais, Fausto Coppi, notamment sur le tour 52, où il marche sur l'eau, sur un chrono, je sais plus lequel, je crois qu'il met une vingtaine de coureurs hors délai. C'est assez fou, mais ce qui est intéressant, sur ce Tour de France, et nous on parle du Tour de France aujourd'hui, mais la rivalité entre Coppi et Bartali, c'est tellement au-delà de ça, ne serait-ce que sur les courses italiennes, notamment dans un contexte où ils ont vécu l'avant-guerre, le pendant-guerre et l'après-guerre, où ils couraient beaucoup chez eux. C'est surtout là que s'est cristallisé ce duel, et surtout cette dualité, puisque c'était quand même l'opposition d'un Fausto Coppi très progressiste, qui est du Piémont, une région qui s'industrialisait de plus en plus à cette époque-là, très proche de la France, face à un Gino Bartali qu'on appelait Gino le Pieux, très religieux, qui venait de la Toscane, qui est quand même l'arrière-pays vraiment fort italien. Et il y avait vraiment cette dualité entre
entre un Fausto Coppi qui ne croyait pas en Dieu, qui ne s'en cachait pas du tout, qui faisait. J'entends des gens rigoler en régie, mais ils vont comprendre pourquoi. Qui était. Non, mais, putain, ils sont chiants, c'est affreux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Fausto Coppi, et à cette époque-là, c'était très mal vu, trompait sa femme, et ça au niveau. Non, mais C'est un roi mystique, dans cette Italie très pieuse, c'était au niveau de ce que disait, c'était au niveau d'un meurtre quand Et on surtout, apprenait Bartali qu'un. ne pouvait pas accepter ça. Et c'est ça. Et Bartali était tout le contraire. On avait vraiment deux énormes philosophies qui se contrastaient. Et c'est ça qui a vraiment cristallisé le duel entre les deux et le duel du coup entre les tifosi qui se répartissaient un peu leurs champions. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Coppi et de Bartali aujourd'hui. C'est aussi pour cette dualité-là et cette différence C'est vrai qu'en fait, entre les deux. ils s'aiment, ils se détestent, ils cèdent, ils se tirent dans les pattes, comme tu as commencé à le raconter. En fait, elle est super, elle est indéfinissable cette relation-là. On a du mal à suivre aujourd'hui encore. Alors, est-ce que tu peux nous raconter tout ce qui divergeait entre ces deux hommes? Oui, Paul a déjà bien parlé de leurs différentes personnalités. Bartali, c'est le laborieux, c'est le mec à qui on pouvait s'identifier facilement, père de 2 enfants, qui a travaillé comme mécanicien pour se faire un peu d'argent, voilà, très religieux. Alors que Coppi, c'était vraiment l'athlète de haut niveau par excellence, auquel on a plus de difficultés à s'identifier. Dire, on se sent tous père de famille qui travaillent pour se faire des sous, on se sent pas tous athlètes de haut niveau. Et c'est ça qui a, comme tu dis Paul, au départ déjà cristallisé cette rivalité. Et ensuite, il y a des événements, mais des anecdotes rocambolesques là-dedans entre Coppi et Bartali. C'est incroyable. C'est sûrement la plus grande rivalité de l'histoire du vélo parce que c'est 2 compatriotes, parce qu'ils ont des palmarès fantastiques tous les deux. Mais il y a aussi l'originalité et le piquant de cette rivalité. Elle vient de ce que notamment raconte Bartali, qui, à l'époque, il faut savoir, le dopage n'était pas sanctionné. Les contrôles apparaîtront notamment sur le Tour de France en 66. Donc Fausto Coppi, il prend ce qu'on appelle la bomba, qui est en fait un cocktail d'amphétamine. Il s'en cache absolument pas. Il dit même ceux qui disent qu'ils ne le prennent pas, ce sont des hypocrites. Mais donc Bartali, lui, essaye en permanence de savoir qu'est-ce que prend Coppi. Coppi est un grand maniaque, surtout sur le sommeil, sur l'entraînement, sur la diététique. Il va jusqu'à faire mariner sa viande pour que quand il la mange, elle soit plus digeste. Donc il est vraiment à la pointe sur tout. Et Bartali, lui, est davantage archaïque dans tout ce qu'il fait. Et donc il essaie d'apprendre de Coppi. Et il va, donc on a la citation là aussi, il l'observe tellement, il va le jour de chaque étape, quand Coppi part à la signature, part au départ, il va dans sa chambre d'hôtel faire les poubelles pour voir quel produit Bartali prend. Et donc on a cette citation où il explique « Je raflais tous les flacons, bouteilles, fioles, tubes, cartons, boîtes, suppositoires. J'étais devenu si expert dans l'interprétation de toute cette pharmacie que je devinais à l'avance le comportement que Fausto allait avoir au cours de l'étape. » C'est exceptionnel. En voyant ce que Coppi prenait comme produit, il arrivait à comprendre dans quelle difficulté, à quelle distance de l'arrivée il allait attaquer. Et on a une autre anecdote sur le Giro 56. Gino Bartali voit Fausto Coppi en pleine étape boire une fiole puis l'acheter dans un champ. Après le Giro, il reviendra dans ce champ, retrouver la fiole, la faire analyser. Il se rend compte de ce qu'il y a à l'intérieur, un produit qui est libre sans ordonnance en France, et il en fera commander une caisse entière pour pouvoir lui aussi prendre les mêmes produits que Bartali. Et donc cette rivalité, elle est basée aussi là-dessus, sur ce Bartali qui se sent dépassé, qui est plus vieux de 5 ans et qui se sent inférieur à son jeune rival et qui essaye de tout le temps en permanence de rattraper ce retard qu'il a pour durer le plus longtemps possible, alors que Coppi lui se met des charges de travail monstrueuses, il se met des doses d'amphétamine qui nous ferait mourir instantanément, il se part dans des échappées régulièrement de 150-190 km, il ne ménage pas du tout son corps et il restera surtout une image de cette rivalité pour moi on l'a vu passer tout à l'heure, je ne sais pas si on peut la remettre, où il y a le passage de bidon sur le Tour 52 dans le Galibier entre Coppi et Bartali. C'est celle qui est en une de Unanio Elle a fini en une de beaucoup de journaux, évidemment, de journaux, de magazines, avec la légende autour de cette photo aussi. Les deux sont en échappée une nouvelle fois. Fausto Coppi roule sur ce Tour de France. Cette fois-ci, Bartali est beaucoup plus loin en général. Mais il avait accepté, avant, il avait accepté le rôle de coéquipier. Là, j'ai aidant Bartali a 38 ans sur ce Tour de France. Il sait que ce n'est plus son heure, que Coppi est au sommet de son art. Et il y a toute la mythologie autour de cette photo. Qui a donné la bouteille à l'autre pendant des années. Il y a les images et c'est Bartali qui donne. Exactement. Et pendant des années,
on pensait que c'était Coppi. Et il y a toujours un peu de... les histoires divergent à ce propos. Il y a Mystique un peu. Coppi dit que c'est lui et tout le monde au début était d'accord pour se dire c'est Coppi qui tend le bidon à Bartali. Sauf que la vérité c'est qu'il y a des bidons sur le vélo de Bartali et il y en a plus du tout sur celui de Coppi. Mais Donc, sur l'image vidéo, on voit bien Bartali tendre le bidon on à a Coppi. l'image vidéo. Ah oui, si, j'ai regardé. J'ai regardé un documentaire hier pour bien préparer l'émission et on voit justement cette image de Coppi qui en donne tout cas, pendant de Bartali très qui donne un longtemps, bidon à c'est Coppi. resté un énorme point d'interrogation dont on n'arrivait pas à savoir qui avait donné Et en la même temps, bouteille à on l'autre. en jouait, quoi, parce que c'était pas forcément raconté par des journalistes, c'était carrément des écrivains qui venaient Oui, parler exactement. de cette relation-là. Tout à fait. Et entre les ça date des années de l'après-guerre où sur le Tour d'Italie, justement, les journaux ont arrêté d'envoyer des journalistes et ont envoyé des écrivains pour romancer cette histoire du Tour d'Italie. Et les Italiens qui allaient sur le Tour de France étaient aussi des écrivains davantage que des journalistes. Donc ça faisait partie de ce folklore. Et quand c'était raconté, Bartali disait de façon ironique, c'est moi qui lui ai donné le bidon à Coppi, mais on croyait qu'il rigolait, que c'était en fait l'inverse. Et Coppi, lui, avait soi-disant à un de ses amis confessé que oui, en effet, c'était Bartali qui lui avait donné le bidon, mais tout ça était autour d'une mythologie, on le savait, c'était pas officiel. Après, ça prenait tellement d'ampleur aussi parce que faut se rendre compte que Bartali, par exemple, disait, enfin Mussolini, pardon, disait à Bartali, tu vas au tour, tu vas pas au tour, tu te retires du tour parce que si tu gagnes pas, je préfère un Italien qui abandonne, qui n'est plus là, qu'un Italien qui perd. Ouais. Faut se rendre compte que c'était un truc incroyable, même au niveau politique. Mais Gino Bartali a vraiment eu un rôle beaucoup plus politique que l'a eu Fausto Coppi. Et il y a cette histoire notamment où le régime fasciste le somme de participer au Tour de France. Je ne sais plus en quelle année c'est. Lui, il n'a pas trop envie d'y aller. Il me semble que c'est fin d'année. Je crois que c'est le Tour 38 finalement ou le Tour 39. Je ne sais plus exactement. Et puis il y a aussi cette histoire. Alors attendez, il faut que je retrouve cette anecdote que j'ai notée où un dirigeant communiste est tué. Alcide Gaspé, j'ai oublié son nom. Il est tué et le président. C'est Il a l'intervention. un beau nom en tout cas. Merci Robin. Tu viens de l'intervenir. Pendant le Tour de France, c'est le tour 48. Ouais. Un dirigeant communiste italien est tué en Italie. On est à 2 doigts de la guerre civile en Italie. Le président du conseil italien qui connaissait Gino Bartali, il l'appelle. Il lui dit Gino, il faut que tu nous aides là. Et après, il me fait mais vous voulez que je fasse quoi en fait? Je suis coureur cycliste. Il lui répond il faut que tu gagnes des étapes, il faut que tu essaies de gagner le tour. Et ben Gino Bartali il gagne les 3 étapes qui suivent et il remporte le tour à la fin. Et en Italie, une Italie apaisée qui n'aura pas de guerre civile. Il y a aussi toute une histoire politique autour de ça. Et tout à l'heure, je voulais rajouter aussi, on pourra peut-être terminer là-dessus, sur cet aspect où Gino Bartali a toujours eu plus ou moins peut-être peur et se méfiait, observait énormément Fausto Coppi. Gino Bartali l'observait beaucoup aussi en course. Il regardait sa musculature notamment. Et il a remarqué un jour que quand Fausto Coppi était un peu dans le dur, il avait une veine derrière le genou qui commençait à apparaître. Et en fait, à partir de ce moment-là, il a mis toujours un de ses coéquipiers derrière Fausto Coppi. Et dès que ce coéquipier voyait la veine, il disait à Gino Bartali d'attaquer. Voilà où Il on lui en criait était. la veine. Voilà, la veine. Gino Bartali attaquait. Et, Vous me régalez les gars là. c'est, Moi je n'ai pas réussi autant que vous. Vous me régalez. et quand tu lis ça et tu comprends en fait toute ce fantastique duel qu'a opposé ces deux coureurs italiens dans les années 50, c'est incroyable. Il y a tellement d'histoires comme ça. Ouais. Bon, bah, en tout cas, merci à vous deux, en tout cas pour cette rétro Coppi Bartali qui est très belle. On les voit encore des photos qui resteront dans tous les livres d'histoire de cyclisme. Voilà, ils occupent une place incroyable les deux dans l'histoire du cyclisme. Je pense même la plus haute en termes de côté mystique, de côté histoire, de côté anecdote à certains raconter. considèrent aussi Fausto Coppi comme le plus grand de l'histoire du vélo. Même si on parle toujours de Merckx, Coppi a D'ailleurs, ses son surnom adorateurs. c'était El Campionissimo, Campionissimo, c'était le champion des Qui champions. était aussi le surnom de Gino Bartali. Il le donnait à Il plusieurs. y a eu plusieurs de leurs Campionissimo. champions. Il y a aussi Girardengo. Alfredo Binda aussi. Bon, en tout Leur- cas, leur pour le coach. moment, le Campionissimo de directeur. roue libre, c'est Robin, parce que c'est lui qui mène 2-1 au quiz. Mais Polo va essayer de devenir, lui, le Campionissimo de roue libre. Il y en a Ouais. plusieurs, on l'a vu, donc pourquoi pas moi. Exactement. Bon, on va voir si tu sais y répondre. C'est l'heure du quiz. C'est parti. Le quiz qui commence comme d'habitude avec 3 qui est. On peut y aller. Tom, Erwan, pour le premier qui est. Euh, Rudy Barbier Non. Je suis con. euh, Plaza.
Ah, c'est pas mal, Ruben Plaza. non Ruben Plaza, bravo. Ah. Ouais, Bravo. bravo. J'ai hésité, je J'en ai- ne trouvais plus le nom. que J'en ai dit j'avais- deux à la suite. Et oui, Ruben Plaza qui est parti chez Israel Academy en fin de saison dernière. On parle d'Hugo Hofstetter chez Israel C'est vrai Cycling Academy, ainsi qu'un autre coureur dont le Vainqueur nom de la m'échappe. Coupe de France, Hugo Hofstetter, et qui est chez Cofidis en ce moment. Voilà, une équipe qui est effectivement, Polo, qui peut, Le régional de l'étape qui peut se d'aujourd'hui, d'ailleurs. développer. Ouais, mais il est pas Qui sur peut le se tour. développer. Oui, mais il habite là. Il avait donné une interview pour raconter l'étape dans Vélo Magazine. C'est vrai, justement. c'est vrai. J'avais mis un diapositive dessus. Il fallait la demander, mon Polo. Fallait la demander. Ah ouais, non, mais hein, tu es grand. je bosse pas pour rien. Deuxième, deuxième, qui est-ce? Van Mark, Non, Euh, il est sur le Tour de France. Simon Clark. Non, Van Garderen, non, Kangert. non, Uran Non. Non, il est pas assez bronzé. Betchol. non, Non, mais attends. Oh, bah, Woods. non. On les a tous fait, les F Non. du tour. bah non, il doit en manquer, Polo. hein. Ah, mais attends, il y en a un qui a fait parler de lui, là. Craddock Scully. Non. Non. C'est pas Craddock Mais j'ai Attends. pas dit j'ai dit qu'il était sur le Tour de France. Bah ouais. Oui. Ah bah merde. Roland Hein Roland Non. Comment il s'appelle Ah, faut Hugh nous donner Carty. des indices, Polo. Non. Je- C'est un Américain. Dombrowski Taylor Bravo, Ah, Dombrowski. Félicitations, Dombrowski. Ça fait combien? Ça fait 2-0. 2-0. Ça fait 2-0. Ça fait 2-0. Troisième qui est? Pantano Non. Un trek comme ça. C'est quel C'est le fils d'un homme très connu. Ah, c'est Julien Bernard. Julien Bernard. Ah, Bernard. Bravo. Fils de Jean-François Bernard. Ça fait 3-0. Ça fait 3-0 pendu. Ça fait très peur de voir ça d'un coup. Pourquoi pendu? Pourquoi? Parce que c'est le prochain, c'est le prochain jeu. Voilà, donc on va découvrir un. Allez hop. Allez, Jo, pendu. En plus en noir, c'est bien horrible. Donc voilà, on va découvrir un nom première, dernière lettre, et vous devez évidemment trouver le nom. Est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce qu'on va le trouver? Le voilà. Merci les gars. Merci les gars. Montfort. Non. Ah, non, il y a J'avais plus de S, quinté, ça. mon Madouas frère. Madouas, bravo. Oh là 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 là. 4-0 pour Robin qui commence à prendre le lead là, mon Polo. Mais tout se joue à la fin. Tout se joue à la fin. Ouais. Il veut gagner à la Valco. Ouais, je veux gagner à la Valco. Voilà, donc Madouas qu'on retrouve là en photo. On peut y aller pour le deuxième pendu. Pas le plus Kittel. simple. Non. Non, Case. non. Ah, pas mal. Qui a gagné une étape. Pung. Non, mais non, Non. n'importe Qui quoi. a gagné une étape avec Yam une fois. Kluge Giro Kluge. Ah, Bravo. Roger. 5-0. Pierre Kluge. Alors qu'on assiste à un Allemagne-Brésil. en ce moment même. Attention, Kluge, tout voilà. se joue à la fin, les gars. Voilà, qu'on a trouvé. Ensuite, on peut y aller pour une petite énumération, les gars. Allez. Voilà. J'aime bien les énumérations. Voilà. C'est On sympa. peut y aller pour une petite énumération. Mon Polo, c'est toi qui commence. Tu as la main. Mais- Avec Il faut nous dire quoi l'équipe de la CCC en ce moment sur le Tour de France. Greg, on a Vermat. Alessandro Demarchi. C'est bon? C'est galère ça. Michael Char. Michael Char, c'est bon? J'ai peur de faire une connerie. Ah, j'en ai un. Il en a pas assez. Loïc Vliegen Je suis pas sûr. Non. qu'il soit- C'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. J'avais Il y avait Bevin. Simon Geschke, Patrick Bevin aussi. Bevin, Ah oui, Bevin. Lucas Qu'est-ce que il y a je sais même pas Wilinowski, qu'est-ce que Serge était. Powell et Joey Rotzkopf, enfin, pour terminer. Donc voilà. Ah, c'est pas le plus facile celui-là. Non. Non, pas le plus facile. C'est vrai, pas le plus facile. Bon, bah, on va terminer avec un qui suis-je, les gars. J'espère que vous êtes prêts. Donc, Il y en a coup, qu'un ça fait. Il y en a qu'un seul. Il y a déjà eu quand même pas mal de jeux là. Non, là, non, dans non, ce non, quiz. complètement. Il y a déjà eu pas mal de jeux. Donc ça fait que tu fais quoi? T'as combien? T'as 5 là. Cinq, ouais. T'as Polo, il a 1. Ouais. Bah, il vaut 5. Donc il vaut 5, bien évidemment. Ça va, ça va, Polo ça est va. capable de prendre une pont bleue comme à Mario Kart et te griller sur la ligne. Je suis un coureur britannique. J'ai commencé ma carrière professionnelle en 2007 chez la Sky. Ben Swift Non. Je l'ai poursuivi. Yann Stannard. Non. Je l'ai poursuivi en 2013 chez la Movistar. J'ai passé 5 saisons à la Movistar jusqu'en 2007. Hein Et j'ai rejoint Non. Attends. en 2017, pardon.
Et j'ai Alex rejoint Dowsett. Alex Dowsett, désolé. Ouais. Donc ce qui Voilà. fait que Polo, du coup, désolé, tu as perdu 10-1. Ah, voilà, c'était mérité hein, pour le coup, j'ai pas vu le jour. Tu as 10-1, ce qui fait que sur les quiz, pour le moment, tu perds 3-1. Donc évidemment, rien n'est terminé. Rien n'est joué, rien n'est joué. Le Tour de France est long. Toujours Exactement. en 3e semaine. Hein. Ouais. On jette un œil pour terminer cette émission à la Fantasy Roue Libre. Les gars, vous pouvez y aller en régie. Fantasy Roue Libre qui est dominé encore par Nibali Bialé 27 avec 2500 points. Les gars, vous faites des scores incroyables. Bravo Costaud. à vous. Ouais, mais j'ai vu qu'il y a Robin dans est pas d'autres- mal aussi. Je suis à 1008 là. 1008, Et voilà. hier, C'est j'ai pas fait c'est une beaucoup bonne- 1008. Hein. Hier, j'ai fait une opération blanche. Je suis toujours autour de la 15e place. Donc, voilà. Donc, bravo Robin. Moi, je joue pas, moi. Donc Polo, Thibaut, Ouais, j'ai regardé c'est ce vrai matin quelque chose comme 73. Ouais, sur la voilà. première ligue. ça, je crois Après, que faut ça doit mettre être les... 73e. Mais il faut mettre les deux ligues en. Ouais. tu vois. Et Polo, il vise la relégation déjà pour commencer. Et après, Non, je après, sais on que verra. j'ai Il veut se maintenir. l'effectif pour me maintenir. Il a l'effectif pour se maintenir. Polo, évidemment, tu me confirmes que demain on sera en live. Ah oui, ouais, demain on sera en live. Oui. Et oui, normalement, contre vents et marées, je sais pas, mais normalement on sera en live jusqu'à la fin du Tour de France. Ça, il n'y aura pas de problème. Exactement. De Donc, 11h à midi. donc voilà, les gars, on est très pressés de vous retrouver en live de 11h à midi sur le stream. C'est promis. À demain, les rouleurs. Gros bisous. Salut.